Dans les hauteurs de Saint-Paul, à La Réunion, il y avait une maison que personne n'osait nommer. Les enfants l'appelaient la maison des souffles, car chaque nuit, on y entendait des voix, des rires, des pleurs, et parfois des prières. On disait que le vent s'y arrêtait pour écouter, et quand les marées changeaient, les vagues portèrent jusqu'au port le parfum du rhum et de la honte. La maîtresse du domaine s'appelait Clémence de Villiers. Femme d'une beauté glaciale, au regard clair et au cœur fêlé, elle avait épousé un colon plus âgé qu'elle, Charles de Villiers, un homme riche, violent, dont la fortune reposait sur le travail de 150 esclaves. Mais la vraie richesse de Charles n'était pas dans ses terres, elle était dans sa domination. Chaque soir, il aimait rappeler à tous que tout, sur son île, lui appartenait, les champs, les bêtes, les hommes, et même sa femme. Et Clémence, qui avait grandi en France, avait appris à sourire quand elle voulait hurler, jusqu'au jour où il lui fit une proposition que même le diable aurait trouvée indécente. C'était une nuit d'orage. La pluie frappait les vitres comme des doigts impatients. Charles fumait son cigare en silence, les yeux fixés sur le feu de la cheminée. Clémence, vêtue d'une robe pâle, se tenait debout à quelques pas de lui. « Tu n'as jamais compris le vrai sens de la fidélité, » dit-il calmement. « Et toi » répliqua-t-elle sans le regarder. « Moi je l'invente. » Il se leva, se pencha vers elle et ajouta « Je vais te partager. » Elle se figea, croyant d'abord à une menace, mais il parlait sérieusement. « Tu m'as dit un jour que tu voulais être libre, Clémence. Alors je t'offre ta liberté. Demain, 6 de mes hommes viendront à toi, et tu leur appartiendras comme tu m'appartiens. » Elle resta immobile. Le feu crépitait, et la pluie couvrait les battements de son cœur. Clémence comprit à cet instant qu'il ne cherchait pas le plaisir, mais l'humiliation, et qu'en acceptant, elle scellerait une malédiction plus forte que la mort. Mais refuser, c'était mourir tout de suite. Alors, elle dit seulement « D'accord ». Charles sourit, un sourire lent, satisfait, monstrueux. Le lendemain, la rumeur se répandit dans toute la plantation. 6 esclaves avaient été choisis par le maître, 6 hommes, jeunes, forts, silencieux. On les avait lavés, vêtus de linge blanc comme pour un rituel, et à la tombée du jour, on les fit entrer un par un dans la grande maison. Aucun ne parla. Seule Clémence, assise dans la chambre, attendait, droite, les yeux ouverts, le visage sans expression. Le premier entra. Il tremblait, elle aussi. Mais quand leurs regards se croisèrent, quelque chose se brisa. Pas en elle, en lui. Parce qu'il comprit qu'elle était aussi prisonnière que lui. Si tu écoutes cette histoire et que tu veux connaître le destin de cette maison maudite, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car ce que tu vas entendre dépasse la folie des hommes, c'est le cri d'une femme qui n'avait plus de choix. Cette nuit-là, le tonnerre couvrit les murmures, et dans les couloirs, les chandelles s'éteignirent une à une. Personne ne sut ce qui se passa vraiment dans la chambre. Mais à l'aube, les 6 hommes sortirent, pâles, le regard vide, comme s'ils avaient vu Dieu ou le diable. Clémence, elle, ne parla plus pendant 3 jours. Elle resta allongée dans le lit, fixant le plafond, les lèvres closes. Et quand Charles entra enfin dans la pièce, elle dit d'une voix calme « Tu as eu ce que tu voulais, mais moi aussi. » Il la regarda, méfiant. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que la peur change de camp. » La nuit suivante, le domaine tout entier se mit à gronder. Les bœufs hurlèrent, les esclaves se réveillèrent, et le feu de la sucrerie prit sans raison. Certains jurèrent avoir vu dans les flammes la silhouette d'une femme vêtue de blanc, marchant lentement vers la maison du maître. Et au-dessus du tonnerre, on crut entendre un rire doux, presque apaisé, qui ressemblait à celui de Clémence. Le jour se leva sur Saint-Paul, dans un calme terrifiant. Le ciel, encore lourd de pluie, pesait sur la plantation comme une couverture mouillée. Personne ne parlait. Les champs étaient vides, les ouvriers lents, et le vent semblait retenir son souffle. Clémence ne quitta pas sa chambre. Elle restait allongée, la peau pâle, les yeux ouverts, écoutant le bruissement des feuilles dehors, comme si chaque arbre murmurait son nom.
Les 6 hommes, eux, retournaient au travail, mais quelque chose en eux avait changé. Ils ne parlaient plus, ne riaient plus, et dans leurs gestes, il y avait une précision nouvelle, une tension contenue, presque religieuse. Les femmes du camp disaient « Ils ont vu la mort », mais une vieille esclave, plus lucide, répondit « Non, ils ont vu la vérité ». Charles de Villiers, ignorant ces murmures, marchait dans la cour, satisfait de son œuvre. Il croyait avoir dompté la honte. Mais dans son ombre, le désordre grandissait. Depuis cette fameuse nuit, les 6 hommes dormaient mal, et chaque matin, ils se réveillaient le torse marqué de lignes rouges, comme si un feu invisible leur avait caressé la peau. Quand ils se regardaient, ils ne voyaient plus des esclaves, mais des témoins. Et chaque témoin portait désormais un secret qui brûlait. Clémence, de son côté, reprenait des forces. Elle mangeait peu, parlait à peine, mais ses yeux, d'un bleu glacé, semblaient percer les murs. Elle commença à écrire, des phrases qu'elle cachait sous son oreiller, des mots qu'aucun mari n'aurait voulu lire. Le corps qu'on me vole devient une arme, et chaque main posée sur moi portera le poids du feu. Une nuit, elle sortit discrètement de la maison. La lune était haute, la mer calme. Les 6 hommes étaient là, rassemblés près de la sucrerie, attendant sans savoir pourquoi. Quand elle apparut, vêtue de blanc, aucun ne parla. Elle leva la main et dit simplement « Vous n'êtes plus mes bourreaux, vous êtes mes témoins ». Le lendemain, les premiers signes apparurent. Un des contremaîtres fut retrouvé mort dans l'écurie, le visage couvert de suie, comme s'il avait suffoqué dans un incendie qui n'avait jamais eu lieu. Un autre, pris de panique, jura avoir vu la maîtresse marcher pieds nus dans les flammes sans brûler. Charles, lui, riait de ces histoires. Mais chaque nuit, son sommeil se peuplait de visions. Clémence, assise au bord de son lit, lui effleurant le front de ses doigts glacés et murmurant « Le feu dort dans le ventre des hommes ». Il se réveillait en sursaut, le cœur battant, la gorge sèche. Et chaque matin, il trouvait sur son oreiller un grain de sel, comme une signature. Si tu écoutes cette histoire et que tu sens le feu monter en toi, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car ce qui brûle ici n'est pas un enfer, c'est la mémoire d'une justice ancienne. Les jours passèrent, les 6 hommes travaillaient sans parler. Mais chaque fois que Clémence sortait sur la terrasse, ils s'arrêtaient, redressaient la tête, comme des statues attendant un signe. Leur regard n'était ni celui du désir, ni celui de la peur, c'était autre chose. Une forme de loyauté née du malheur partagé. La nuit, il venait déposer devant sa porte des objets, des fleurs séchées, des morceaux de sucre brut, un coquillage poli, une plume brûlée. Comme si chacun d'eux cherchait à lui offrir une part de son silence. Clémence ne parlait toujours pas, mais elle écrivait chaque jour, et dans ses carnets, les phrases devenaient de plus en plus étranges. « Il croit que je suis à lui, mais c'est lui qui est à moi, car un homme qui partage sa femme partage son âme. » Une nuit, le tonnerre revint, le vent siffla dans les arbres, et la maison trembla. Clémence se leva lentement, jeta sur ses épaules une étole blanche, et descendit vers la cour. Les 6 hommes étaient déjà là, immobiles, comme s'ils l'avaient entendu venir. Elle posa sa main sur la poitrine du premier et le regarda dans les yeux. « Ce qu'il t'a pris, je te le rends, dit-elle. Puis, elle fit le même geste pour chacun d'eux. Et quand elle eut fini, le vent tomba et la pluie cessa. Mais au loin, dans la montagne, un feu se mit à briller, un feu bleu comme une promesse. Le lendemain, les villageois trouvèrent les champs de canne recouverts de cendres. Les plantes n'étaient pas brûlées, elles s'étaient couchées, comme endormies. Et sur la façade de la maison des Villiers, quelqu'un avait gravé au charbon « La peur a changé de camp ». Le vent du sud descendit sur Saint-Paul au matin comme un soupir venu de la mer. Une odeur étrange parcourait la ville, mélange de sel, de rhum et de suie. Dans les rues, les gens murmuraient « La montagne a fumé cette nuit. Le feu des champs s'est levé sans flamme. » Mais personne n'osait prononcer le nom des De Villiers. Les rares serviteurs restés sur le domaine marchaient les yeux baissés, et même les chiens refusaient d'approcher de la maison. Depuis cette nuit,
Les 6 hommes ne parlaient plus du tout. Ils travaillaient sans ordre, le torse nu, couvert de traces rouges, comme marqué d'un pacte invisible. On aurait dit des statues de chair offertes à un dieu qu'on ne voyait pas. Charles de Villiers, enfermé dans son bureau, écrivait des lettres frénétiques. Il réclamait des renforts, des prêtres, des soldats, n'importe qui pour restaurer l'ordre. Mais personne ne répondait. Les messagers partaient et ne revenaient pas. Certains disaient qu'ils se perdaient dans la forêt, d'autres qu'ils s'étaient joints aux révoltés qui grandissaient dans les hauteurs. Car la rumeur s'était répandue. Une femme blanche avait défié son mari, et les flammes lui obéissaient. Clémence sortait chaque jour au lever du soleil. Ses pas étaient lents, réguliers. Les esclaves la regardaient passer avec un mélange de crainte et de respect. Elle ne parlait toujours pas, mais autour d'elle, l'air vibrait. Là où elle passait, la terre se couvrait d'une fine cendre grise, comme une poussière bénie. Une vieille esclave du nom de Zélie osa lui parler. « Madame, qu'est-ce que vous avez fait à ces hommes ?» Clémence répondit doucement. « Je leur ai rendu leur silence. Et à vous, madame, qu'est-ce qu'il vous reste? Le feu. » Ce soir-là, dans la maison, Charles entendit de nouveau les murmures. Les murs respiraient. Les chandelles s'éteignaient seules. Il se leva brusquement, prit son fusil et se rendit dans la chambre de Clémence. Elle était assise devant la fenêtre ouverte, le regard tourné vers la montagne. « Qu'as-tu fait, Clémence ?»« J'ai obéi, » répondit-elle. « À qui ?»« À la promesse. »« Quelle promesse ?» Elle se tourna enfin vers lui. Dans ses yeux, il y avait cette lumière bleue qu'il avait déjà vue dans les flammes. « Celle que tu as faite sans le savoir, quand tu as décidé de me partager. » Il recula, blême. « Tu mens, c'est toi qui l'as fait vivre. » La pluie se mit à tomber d'un coup, violente, et pourtant le feu se leva dans la cour. Un feu calme, silencieux, qui ne brûlait rien, mais éclairait tout. Les 6 hommes sortirent de l'ombre, leurs yeux fixés sur Clémence. Elle descendit les marches, pieds nus, la robe trempée. Charles pointa son arme. « Reste où tu es. »« Tire, » dit-elle. Il hésita. Le tonnerre éclata. Et quand la lumière du ciel frappa la cour, l'arme tomba de ses mains. Les flammes se mirent à danser autour de lui, lui léchant les chevilles sans le brûler. « Regarde, » murmura Clémence, « ce n'est pas un incendie. C'est ta honte qui se souvient. » Au matin, les habitants de Saint-Paul virent la colonne de fumée s'élever au-dessus du domaine. La ville entière accourut, mais il ne restait plus que les pierres noircies, et au centre de la cour, un cercle parfait de cendres. Aucun corps, aucune trace, seulement une phrase tracée au sol. « Le feu ne tue pas. » Il parle. Les autorités locales étouffèrent l'affaire. Elles parlèrent d'un accident, d'une explosion. Mais la rumeur, elle, grandit encore. Dans les marchés, les femmes racontaient « Elle a brûlé la honte des maîtres ». Et dans les ports, les marins disaient « À Saint-Paul, le vent a changé de direction ». Si tu veux connaître la suite de cette légende, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car ce n'était pas la fin du feu, ce n'était que son départ. La nuit suivante, sur la montagne, des lumières apparurent. Pas des flammes, non, des cercles lumineux, flottants, comme des âmes qui se rassemblaient pour écouter. Et au milieu d'elles, on distingua la silhouette d'une femme. Clémence. Dans les semaines qui suivirent la disparition des de Villiers, le vent de Saint-Paul changea de ton. Il ne chantait plus les ordres des maîtres, mais le murmure des femmes. On les voyait le soir, près des champs calcinés, marchant lentement avec des lampes d'huile, leur visage couvert d'un voile gris de cendre. Elles disaient qu'elles ne venaient pas chercher des restes, mais réveiller la terre endormie. Personne n'osa les arrêter. Elles n'étaient pas nombreuses au début, 6, comme les hommes de la maison, puis 12, puis 20, des femmes libres, des esclaves affranchis, des domestiques. Elles s'appelaient entre elles les femmes du feu. Leur chef, personne ne l'avait jamais vu, mais certains disaient qu'au milieu d'elles marchait Clémence, vêtue d'une robe blanche tachée de cendre, les pieds nus, le regard calme. Quand elle traversait les villages, les torches s'allumaient seules. Et partout où elle passait, les hommes baissaient les yeux.
Les autorités locales envoyèrent des soldats, mais chaque expédition revenait vide. Les femmes disparaissaient dans les champs et la nuit suivante, on retrouvait les armes des soldats posées sur la route comme offertes en pardon. Le gouverneur parla d'une secte. L'Église parla de sorcellerie. Mais les habitants, eux, parlaient d'autre chose, d'un réveil. Le feu des maîtres a servi la mort, celui des femmes sert la mémoire. Un soir, une jeune esclave du nom de Anya, à peine 16 ans, s'enfuit de la plantation Lambert pour rejoindre le groupe. Elle disait avoir rêvé d'une femme en blanc qui lui murmurait « Viens et brûle sans te consumer ». Elle traversa la rivière, la robe trempée, le cœur battant. Quand elle arriva au vieux moulin de Saint-Paul, une lumière bleue l'attendait. Clémence, ou ce qu'elle était devenue, se tenait là. Anya tomba à genoux. « Que dois-je faire ?» Clémence lui tendit une poignée de cendres. « Rappelle-toi. » « De quoi ?»« De tout, même de la douleur. » Cette nuit-là, le feu revint. Mais ce n'était pas un incendie, c'était une lumière douce, dansante, qui sortait du sol comme un souffle. Les femmes se tinrent la main, leurs visages éclairés par cette lueur silencieuse, et Clémence leva les yeux vers le ciel. « Ce qu'ils ont fait de nos corps, nous en ferons des armes de mémoire. » Elles commencèrent à chanter. Un chant bas, lent, qui ressemblait à une prière. Dans les villages, les hommes s'arrêtèrent pour écouter. Certains pleurèrent, car le chant des femmes ne parlait ni de haine, ni de vengeance, mais de justice. Si tu ressens la force de ces voix qui brûlent encore, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car ce que tu entends ici n'est pas une légende, c'est le cri d'un peuple qui a refusé de mourir en silence. Les semaines passèrent, et partout dans l'île, les femmes commencèrent à imiter leurs gestes. Elles allumaient de petites bougies sur les tombes oubliées, dessinaient des cercles de cendres au seuil de leur maison et murmuraient la même prière « Que le feu éclaire, mais ne dévore plus ». Les hommes, au début, se moquaient, puis ils se turent, car chaque moquerie était suivie, quelques jours plus tard, d'un malheur, une grange foudroyée, un champ desséché ou un miroir fendu sans raison. Le gouverneur finit par interdire les chants. Mais il était trop tard. Les voix s'étaient enracinées. Le scandale de Saint-Paul n'était plus un secret, c'était devenu une foi. Une nuit, un capitaine français en garnison tenta de capturer les femmes. Il les suivit dans la montagne, torche à la main. Mais quand il atteignit la clairière, il vit les flammes former un cercle autour de lui. Et au centre, Clémence. Elle s'approcha, posa sa main sur sa poitrine et murmura « Ce que tu veux éteindre, c'est ta propre honte. » Au matin, le capitaine fut retrouvé vivant, le regard perdu, répétant sans cesse la même phrase « Elles m'ont brûlé, sans feu. » Cette nuit-là, les femmes disparurent à nouveau dans la montagne. Elles laissaient derrière elles un seul symbole tracé dans la cendre, 2 cercles entrelacés, l'un noir, l'autre blanc, reliés par un point rouge. Les habitants dirent « C'est la marque du feu juste ». Et la légende des femmes du feu commença à voyager de bouche en bouche, jusqu'à devenir un murmure éternel sur l'île. La chaleur ce jour-là était étouffante. Saint-Paul se préparait à célébrer la fête du gouverneur, une soirée somptueuse, où les colons dansaient, où le vin coulait à flots et où les riches exhibaient leurs bijoux comme des trophées. On avait décoré la grande place de guirlandes de papier, et au centre, un immense candélabre dominait la foule, symbole, disait-on, de la lumière française sur les îles. Mais derrière les collines, une autre lumière se préparait, silencieuse, bleue, vivante. Depuis des jours, la rumeur courait. Les femmes du feu descendent cette nuit. Certains riaient, d'autres priaient, mais personne ne pouvait ignorer l'électricité qui traversait l'air. Même la mer semblait attendre. Dans la montagne, Clémence se tenait au milieu de ses sœurs. Elles étaient des dizaines maintenant, leurs visages graves éclairés par les flammes de leurs lampes. Le vent soulevait leurs voiles gris. Clémence leva la main, et toutes s'immobilisèrent. « Ce soir, dit-elle, la honte se jugera elle-même, les rires vont se taire, et le feu écoutera. »
La fête battait son plein quand le vent se leva, d'abord léger, presque doux, puis de plus en plus fort, portant avec lui une odeur de canne brûlée. Les musiciens s'arrêtèrent, les chandelles vacillèrent. Le gouverneur, un vieil homme au ventre rond, cria pour qu'on referme les fenêtres, mais la porte principale s'ouvrit d'un coup. 6 femmes entrèrent, silencieuses. Vêtues de blanc, le visage couvert d'un voile de cendre. Derrière elles, la foule s'écarta, terrifiée. Elles marchèrent lentement jusqu'au centre de la salle et déposèrent à terre de petites lampes. Personne n'osa bouger. Puis, la 7e arriva. Clémence. Elle s'avança jusqu'au gouverneur, le regard fixe, et dit d'une voix calme, « Vous avez volé nos voix, nous venons les reprendre. » Le vieil homme voulut rire, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Autour de lui, les lampes s'allumèrent d'elles-mêmes, leurs flammes bleues dessinant un cercle parfait. Les femmes commencèrent à chanter, un chant bas, grave, qui fit vibrer les murs. Les vitres se fendirent, les chandeliers tombèrent, et une chaleur douce se mit à envahir la salle. Le sol tremblait, les colons tentaient de fuir, mais les portes étaient closes. Personne ne criait, c'était un silence absolu. Puis, au milieu de cette lumière bleue, Clémence leva la main. « Le feu ne tue pas, dit-elle, il purifie. » Le candélabre du centre prit feu sans toucher une flamme. Mais au lieu de rouge, le feu était blanc, presque transparent. Les invités se prosternèrent, pleurant, priant, hurlant. Les femmes, elles, restaient debout, impassibles. Et dans le tumulte, Clémence regarda la statue du roi au fond de la salle. Son bras de pierre pointait vers le ciel. Elle s'approcha et murmura « Ce n'est pas le ciel qui te regarde, c'est la terre. » Elle posa sa main sur la base et la pierre se fissura. Un craquement profond traversa la salle, et la statue s'effondra dans un bruit de tonnerre. La tête du roi roula sur le sol, s'arrêtant aux pieds du gouverneur. Si tu ressens la force de cette histoire, et que tu veux que la vérité des oubliés continue de vivre, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car ce qui brûle ici n'est pas la vengeance. C'est la justice qui se souvient. Le lendemain, la ville entière était silencieuse. Le grand hall du gouverneur n'était plus qu'un champ de cendres froides. Aucun mort, aucun blessé. Mais tous ceux qui s'y trouvaient la veille avaient les yeux brûlés d'une étrange lueur bleue. Ils disaient avoir vu la lumière parler. Le scandale éclata jusqu'à Paris. Les journaux parlèrent de l'incendie mystique de Saint-Paul. Mais sur l'île, personne ne prononçait plus ce nom. On disait seulement « Cette nuit, le feu a jugé ». Dans la montagne, les femmes s'étaient dispersées. Certaines disparurent à jamais. D'autres retournèrent à leur village, portant dans leurs mains la dernière lampe encore allumée. Elles ne parlaient plus de révolte. Elles parlaient de mémoire. Et chaque année, à la même date, les habitants de Saint-Paul déposaient une bougie au bord de la mer. Leurs flammes vacillaient à peine, comme si un vent invisible la protégeait. 50 ans avaient passé. Saint-Paul s'était modernisée, repeinte, nettoyée, reconstruite, mais les murs gardaient encore une poussière que ni la pluie ni le temps n'avaient su effacer. Les nouveaux maîtres disaient que l'histoire de « la nuit du jugement » n'était qu'un conte. Les livres d'école n'en parlaient plus. Les archives avaient disparu dans un incendie accidentel à la mairie, mais les anciens, eux, n'avaient rien oublié. Les femmes âgées de la montagne gardaient toujours une lampe sur leurs étagères, une lampe d'huile, jamais allumée, couverte d'un linge gris de cendre. Elles disaient à leur petite fille « Ne la touche pas, mais ne l'oublie jamais. Quand le monde deviendra sourd, le feu reviendra pour parler à ta place. » En 1919, une jeune institutrice du nom de Marguerite Delaunay arriva à Saint-Paul depuis Marseille. Elle était curieuse, idéaliste, pleine d'orgueil. Elle voulait civiliser par le savoir, sans comprendre qu'ici, c'était la mémoire qui civilisait les vivants. Le premier jour, elle remarqua une vieille femme assise près du marché, tenant une lampe dans ses mains ridées. Elle lui sourit, mais la vieille détourna le regard. « Vous n'achetez rien, madame ?» demanda Marguerite. « Non, dit la femme doucement, je garde la lumière.
Les soirs de grande chaleur, Marguerite sentait une odeur de suie dans la salle de classe. Les enfants s'endormaient à moitié pendant les leçons. Certains fixaient un coin du plafond et disaient voir des visages bleus qui respirent. Elle croyait d'abord à des histoires d'enfants. Jusqu'à la nuit du 8 novembre 1919. La mer était calme, le vent inexistant. Mais la montagne, au loin, s'illumina d'une lueur bleu clair. Exactement la même que celle décrite par les légendes locales. La lumière ne bougeait pas. Elle flottait comme un souffle suspendu. Marguerite prit sa lanterne et monta seule. La montée était raide, silencieuse. Chaque pas soulevait de la poussière noire. Et quand elle atteignit la clairière du vieux moulin, elle vit une lampe posée sur une pierre, intacte, pas rouillée, pas fendue, comme si on venait de la déposer. Elle s'en approcha, tremblante. La flamme s'alluma d'elle-même, bleue, claire, paisible. Et dans le halo de lumière, une silhouette apparut. Une femme vêtue de blanc, pieds nus, le visage couvert de cendres. Marguerite voulut fuir, mais la voix la retint. « Ne crains rien, je ne suis pas venue pour brûler, je suis venue pour te rappeler. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je suis celle qu'ils ont effacée, et celle qui veille encore. » La lumière grandit. Derrière la femme blanche, d'autres visages apparurent. Des femmes, des hommes, des enfants. Les femmes du feu, les 6 esclaves, Clémence, Zélie, Agna, tous regardaient Marguerite sans un mot. Et dans le silence, elle entendit non pas des voix, mais une seule phrase murmurée à l'unisson. « Dis-leur que nous avons brûlé pour qu'ils se souviennent. » Elle tomba à genoux, les mains sur le visage. Les larmes coulaient sans qu'elle sache si c'était de peur ou de tendresse. Quand elle rouvrit les yeux, la clairière était vide. La lampe éteinte, mais la pierre sous elle était tiède. Le lendemain, Marguerite retourna à la ville. Elle parla de ce qu'elle avait vu. Les autorités la traitèrent de folle. L'évêque interdit à quiconque de remonter à la montagne. Mais les femmes du village, elles, savaient. Elles vinrent la nuit suivante déposer leurs lampes devant sa porte, une à une, jusqu'à ce qu'il y en ait des dizaines. Marguerite les alluma toutes, et la lumière, douce et bleue, remplit la rue entière. Les enfants sortirent, les hommes restèrent derrière leurs fenêtres, et dans l'air chaud, on entendit à nouveau ce chant ancien, celui que les prêtres avaient interdit. Que le feu éclaire, mais ne dévore plus. Si tu veux que ces voix continuent de briller à travers le temps, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car raconter, c'est rallumer le feu que la peur avait éteint. Les jours suivants, le vent apporta sur Saint-Paul une odeur de sucre brûlé. Les journaux annoncèrent un phénomène lumineux inexplicable, mais dans les villages, les femmes souriaient. Elles savaient, le feu n'était jamais parti, il attendait simplement qu'on l'appelle à nouveau. Et depuis cette nuit, on dit qu'à La Réunion, quand on allume une lampe d'huile sans parler, une flamme bleue peut apparaître. Elle ne brûle pas, elle respire. Les mois qui suivirent furent étranges. Dans les rues de Saint-Paul, on parlait bas, comme si la ville craignait d'être entendue par ses propres murs. Le mot feu était interdit dans les journaux et le gouverneur fit publier un décret. Tout récit surnaturel relatif à la nuit du 8 novembre sera puni comme agitation publique. Mais le mal, ou la lumière, était déjà fait. Chaque soir, aux 4 coins de l'île, on voyait des flammes bleues apparaître dans les champs, sur les tombes, aux fenêtres des maisons, toujours silencieuses, toujours paisibles. Elles ne dévoraient rien, mais partout où elles brillaient, les gens pleuraient. Marguerite Delaunay avait perdu son poste d'institutrice. On disait qu'elle enseignait la révolte par les fantômes. On la traitait de folle, de sorcière, de traîtresse à la France. Mais dans sa petite maison au bord de la mer, elle écrivait. Chaque nuit, à la lumière d'une lampe bleue, elle remplissait des carnets de cuir, des témoignages, des noms, des chansons, tout ce que les femmes du village venaient lui confier à voix basse. Elle l'appelait la gardienne du feu, et plus elle écrivait, plus la lampe semblait brûler sans huile. Un soir, on frappa à sa porte. 3 hommes en uniforme. Le chef sortit un papier.
Par ordre du gouverneur, vous êtes accusé de diffusion de fausses croyances. Je n'enseigne pas des croyances, dit-elle. Je raconte ce qu'ils ont voulu oublier. Vous sapez l'ordre public. Ils la forcèrent à sortir, prirent les carnets et les jetèrent dans la mer. Elle regarda les pages flotter quelques secondes, puis s'enfoncer dans les vagues. Mais à mesure qu'elles disparaissaient, de petites lueurs s'allumèrent sur l'eau, comme des étoiles tombées. Les soldats reculèrent, terrifiés. Le chef cria « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la mémoire », répondit Marguerite calmement. Elle sait nager. La rumeur éclata encore une fois. Les pêcheurs disaient que la mer brillait la nuit, comme si 1000 lampes flottaient sous la surface. Certains affirmaient entendre des voix de femmes dans le ressac. Les prêtres ordonnèrent le silence. Mais le peuple, lui, se remit à chanter. Dans les marchés, dans les ports, dans les ruelles, les femmes fredonnaient ce vieux refrain créole qu'on croyait perdu. « L'édifé capal n'a pas couché. Quand le feu parle, nul ne dort. » Les enfants riaient, les hommes baissèrent la tête. Et sur les collines, les flammes bleues recommencèrent à apparaître. Des cercles entiers, visibles depuis la mer. Les journaux coloniaux les appelèrent « les lueurs de la rébellion ». Mais pour les habitants, c'était autre chose. C'était la vérité revenue marcher. Si tu entends, toi aussi, ces voix qui refusent de s'éteindre, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car le feu qu'ils ont voulu cacher brûle encore dans chaque mot raconté. Un soir, Marguerite revint sur la montagne. Elle portait une lampe et un carnet neuf. Le vent soufflait doucement et au centre de la clairière, la vieille lampe de Clémence était toujours là. Elle posa la sienne à côté. Les deux flammes s'unirent en une seule, plus grande, plus vive. Et dans la lumière, elle crut voir Clémence apparaître, souriante, paisible. « Ils ne comprendront jamais, » dit Marguerite. « Ce n'est pas pour eux que tu écris, » répondit Clémence. « C'est pour celles qui viendront après. » Puis la lumière se dissipa lentement, ne laissant derrière elle qu'une fine poussière de cendre. Marguerite rentra chez elle. Elle écrivit jusqu'à l'aube. Et avant de s'endormir, elle nota dans la marge de la dernière page « J'ai vu le feu, il ne brûle pas, il écoute ». Les années suivantes, les carnets de Marguerite furent saisis, puis oubliés dans les archives de la mairie. Mais en 1964, lors d'une rénovation, un ouvrier retrouva une boîte de fer contenant un seul mot gravé « Mémoire ». À l'intérieur, les pages intactes, écrites d'une encre bleue qui n'avait pas pâli. Et sur la dernière ligne, comme une prière, « Le feu veille ». L'année 2025. Les avions atterrissaient chaque jour à Saint-Denis, pleins de touristes venus chercher le soleil, la mer et les couleurs des cartes postales. Personne ne parlait plus des vieilles histoires. Les nouvelles générations avaient d'autres dieux, le progrès, les écrans, l'oubli. Mais sous la terre de la Réunion, les cendres, elles, n'avaient jamais refroidi. Ce matin-là, Helena Morel, journaliste parisienne, descendait du bus poussiéreux qui menait à Saint-Paul. Elle était venue pour écrire un article sur les légendes coloniales de l'île. Un travail rapide, pensait-elle. Quelques anecdotes, 2 photos, un peu de folklore. Mais ce qu'elle allait trouver n'avait rien d'un conte. À la bibliothèque municipale, une employée âgée lui parla d'un dossier maudit qu'on ne consultait plus. « Vous cherchez des histoires, mademoiselle? Alors prenez garde à celle-ci. C'est elle qui nous a trouvés, pas l'inverse. » Elle posa sur le comptoir une boîte de fer rouillée. Sur le couvercle, un seul mot gravé, « Mémoire ». À l'intérieur, des cahiers écrits d'une main fine et bleue. Les carnets de Marguerite Delaunay. Les premières pages parlèrent de lumière dans la mer, de femmes en blanc, de lampes qui s'allumaient sans feu. Puis venait un nom répété plusieurs fois, Clémence de Villiers. Helena fronça les sourcils. Elle crut d'abord à un délire mystique. Mais plus elle lisait, plus une sensation étrange la gagnait. Ces mots semblaient s'adresser à elle. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle continua sa lecture. Le vent soufflait doucement dehors. À la dernière page, une phrase isolée. « Quand la dernière descendante posera les yeux sur mes mots, le feu reviendra pour se reposer. » Helena s'immobilisa. Elle relut la phrase plusieurs fois. Descendante. De qui?
Elle attrapa son carnet de notes, chercha sur Internet le nom de Villiers. Et tout à coup, la vérité apparut. Son arrière-grand-mère, Jeanne Morel, était née à La Réunion, fille illégitime d'un certain Charles de Villiers. Le sang se figea dans ses veines. Le hasard n'existait plus. Cette nuit-là, Elena rêva. Elle se tenait dans une clairière, au milieu de centaines de lampes allumées. Une femme en blanc s'approchait d'elle, les pieds nus, la peau couleur de cendre. Elle parla d'une voix douce. « Tu portes encore son nom, mais le feu t'attend depuis longtemps. » Elle tendit la main, et dans sa paume brûlait une flamme bleue. Elena la prit sans peur. La chaleur ne la blessait pas, elle la réchauffait profondément. Quand elle se réveilla, la lampe de chevet était allumée. Mais l'ampoule était froide, et sur le miroir de la chambre, quelqu'un avait tracé avec de la poussière « Le feu veille ». Le lendemain, Elena retourna à la montagne. Le chauffeur du taxi refusa de la conduire jusqu'au vieux moulin. « Là-bas, madame, il n'y a que les morts. »« Justement, » répondit-elle, « c'est eux que je cherche. » Elle monta seule, suivant un sentier étroit entre les fougères et les pierres noircies. Arrivée en haut, elle trouva la clairière. Au centre, un cercle de terre nue, et planté dans le sol, une lampe couverte de rouille. Elle s'agenouilla, toucha le métal, la lampe vibra légèrement, puis la flamme s'alluma, bleue, pure. Si tu crois que certaines histoires ne meurent jamais, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas du passé, c'est le feu des ancêtres qui parle encore. Dans la lumière, Elena vit les visages, des centaines, tous mêlés, des peaux de toutes couleurs, des regards graves et calmes. Au milieu, Clémence. Derrière elle, Amma. Puis Zélie, Marguerite, Anya et tant d'autres dont les noms n'avaient jamais été écrits. Elena comprit alors que ce qu'elle avait pris pour un article était une convocation. Qu'elle n'était pas là pour raconter une légende, mais pour l'achever. Elle prit son téléphone, ouvrit le micro et parla pour la première fois à haute voix. « Je m'appelle Elena Morel, je suis de leur sang, et tant que cette lumière brûlera, aucun silence ne les effacera. » La flamme grandit doucement jusqu'à se fondre dans la lumière du jour. Ce soir-là, dans toute l'île, les lampes bleues s'allumèrent à nouveau. Sur les routes, dans les ports, dans les écoles, dans les maisons où l'on priait encore en cachette. Et ceux qui regardaient depuis la mer virent la Réunion briller, non pas comme une île, mais comme une constellation de mémoire. Et au sommet de la montagne, le feu s'éteignit pour la dernière fois. Pas comme un adieu, mais comme un souffle rendu à la terre. Le vol pour Paris décolla sous un ciel limpide. Elena regardait par le hublot la forme minuscule de La Réunion disparaître dans les nuages. Dans sa poche, la lampe bleue, ou plutôt son socle vide, vibrait encore légèrement. Personne ne la remarquait, et pourtant elle savait que quelque chose d'invisible voyageait avec elle. Ce n'était ni un objet, ni un fantôme, c'était un héritage. Quand l'avion atterrit à Orly, le froid d'hiver la saisit. Mais en posant le pied sur le sol parisien, elle crut sentir, sous la pierre, une chaleur faible, comme si les cendres l'avaient suivie jusque-là. Les semaines suivantes furent étranges. Son article, publié dans un magazine historique, fut accueilli par un mélange de fascination et de moquerie. Les lecteurs parlaient de romans mystiques, de fantaisie post-coloniale. Mais certains messages étaient différents. Des femmes écrivaient depuis Marseille, Bordeaux, Nantes. « Votre texte m'a troublé. Ma grand-mère parlait d'un feu bleu qui l'a sauvée une nuit. Chez nous, en Guadeloupe, ma mère dit qu'il y avait aussi des lampes pareilles. » Elena sentit une intuition la traverser. Le feu s'était dispersé, comme si les braises du passé avaient voyagé avec le sang. Un soir, elle fut invitée à une conférence sur la mémoire coloniale. La salle était pleine, mais l'air lourd, saturé de regards sceptiques. Quand vint son tour, elle posa la lampe sur la table. « Cette lumière, dit-elle, ne vient pas d'une légende, elle vient de nos mères, de toutes celles qu'on a réduites au silence et qui ont brûlé pour qu'on parle encore. » Les spectateurs restèrent figés. Un murmure parcourut la salle. Et soudain, les lumières électriques vacillèrent.
une flamme bleue, mince et claire, apparut dans la lampe sans qu'Héléna ne la touche. Un silence absolu tomba. Personne ne bougea. Seule Héléna parlait encore, sa voix plus basse, presque un souffle. Le feu ne cherche pas la vengeance, il cherche les témoins. Les jours suivants, les vidéos de la conférence firent le tour des réseaux. Les sceptiques parlèrent de trucage, les croyants de miracles, mais dans plusieurs villes, des phénomènes étranges se produisirent. À Bordeaux, une flamme bleue apparut sur le monument des esclaves disparus. À Nantes, sur la façade du Vieux-Port. Et dans une petite église de Marseille, des fidèles virent la statue de la Vierge éclairée d'une lumière douce, comme si elle respirait. Les autorités appelèrent ça « illusion collective ». Mais les gens, eux, se mirent à chanter à nouveau le vieux cantique de saint Paul, que le feu éclaire, mais ne dévore plus. Héléna commença à recevoir des lettres du monde entier, des femmes surtout, des descendantes de colons, d'esclaves, d'ouvrières, de religieuses. Toutes parlaient du même rêve, une flamme bleue, une main tendue, un murmure. Elle les appela les héritières du silence. Elles créèrent un cercle secret, un réseau de femmes réunies non par la foi, mais par le souvenir. Chaque pleine lune, elles allumaient une lampe d'huile et lisaient à voix haute les noms retrouvés dans les carnets de Marguerite, des noms effacés depuis des siècles. Et plus elles les prononçaient, plus elles sentaient que quelque chose s'ouvrait, comme une cicatrice qui guérit enfin. Si tu entends, toi aussi, la voix de celle qu'on a fait taire, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car chaque écoute rallume une flamme, et c'est dans l'écoute que la mémoire respire. Une nuit de décembre, Héléna marcha seule sur les quais de la Seine. L'eau reflétait la ville comme un miroir noir. Elle s'arrêta, sortit la lampe et souffla doucement. La flamme bleue s'alluma, et dans le reflet du fleuve, elle vit les visages familiers, Clémence, Ama, Marguerite, Agna, mais aussi ceux d'autres femmes qu'elle ne connaissait pas, comme si le monde entier se reflétait dans cette lumière. « Qu'attendez-vous de moi ?» murmura-t-elle. La voix revint, à peine un souffle, « Que tu continues à nous écouter. » Le lendemain, les journaux parlèrent d'un phénomène mystique sur la Seine. Des passants avaient vu des lueurs bleues s'élever au-dessus de l'eau, sans feu, sans fumée. Les scientifiques parlèrent de gaz, les religieux d'un signe. Mais Héléna, elle, ne dit rien. Elle savait. Le feu venait de se réveiller pour de bon. Et cette fois, il ne resterait pas sur une île. Paris, 2026. L'hiver était glacial, sec, sans vent. Mais dans les nuits de la ville, quelque chose se mit à trembler, comme si la pierre elle-même se souvenait de la chaleur. Dans les ruelles, sur les ponts, des témoins commencèrent à parler de petites flammes bleues qui apparaissaient sans raison, sur les façades, dans les parcs et parfois même au creux des mains. Les journaux titraient « Le feu mystique de Saint Paul s'étend à l'Europe ». Les autorités minimisaient. Les prêtres, eux, prêchèrent la peur. Mais pour ceux qui avaient vu, il n'y avait plus de doute. Le feu était revenu, pas pour punir, pour rappeler. Héléna vivait désormais dans un petit appartement du Marais. Sa lampe ne s'éteignait plus. La flamme bleue brillait sans chaleur, douce et régulière, comme un souffle humain. Chaque nuit, elle écrivait. Des récits venus d'ailleurs, Londres, Lisbonne, Dakar, Montréal. Partout, des femmes racontaient la même chose. Un rêve de mère, une voix féminine, et cette flamme qui les suivait au réveil. Le monde semblait devenir poreux. Les écrans, parfois, s'éclairaient d'un reflet bleuté. Les caméras des téléphones capturaient des silhouettes qu'aucun œil ne voyait. Et au milieu de cette confusion, un mot se mit à circuler. Les veilleuses. Le nom donné à celles qui portaient le feu. Les veilleuses n'étaient pas une secte, ni un mouvement. Elles ne se réunissaient jamais toutes au même endroit. Mais la même nuit, à la même heure, des milliers de lampes s'allumaient partout dans le monde. Sur les toits du Caire, dans les ruines de Port-au-Prince, dans une église abandonnée à Marseille, dans une cabane du Cap-Vert. Elles ne priaient pas, elles écoutaient. Et, d'une voix douce, elles murmuraient les noms effacés de leurs ancêtres. À Paris, la tension montait.
Les médias parlaient de crise spirituelle mondiale. Les gouvernements cherchaient à interdire les veillées. Mais chaque interdiction rallumait 1000 flammes. On arrêtait des femmes. Le lendemain, les commissariats sentaient la cendre et la vanille. Les autorités envoyèrent des prêtres, des psychologues, puis des soldats. Mais aucun ne revenait tout à fait le même. Certains pleuraient sans raison, d'autres disaient avoir vu des visages dans la lumière. Un sergent, interrogé, murmura seulement « Elles ne veulent pas brûler le monde, elles veulent qu'ils se souviennent ». Une nuit de février, Helena fut invitée à parler dans une grande salle du Panthéon. Des centaines de personnes étaient venues, certaines curieuses, d'autres tremblantes. Elle posa la lampe sur la pierre froide. Les caméras tournaient. Elle parla calmement. « Ce feu ne m'appartient pas. Il ne vient d'aucune religion, d'aucune patrie. Il vient du silence des femmes, celles qu'on a enfermées, battues, violées, effacées, celles qui n'ont pas crié, parce que le monde n'aurait pas écouté. Aujourd'hui, c'est le monde qui les entend. » La lampe s'illumina d'elle-même. La flamme bleue monta lentement, touchant presque la voûte du Panthéon. Un souffle chaud parcourut la salle, et dans ce souffle, des centaines de petites flammes apparurent dans les mains des spectatrices. Pas de peur, pas de cris, juste des larmes. Les caméras filmèrent la scène en direct. Le lendemain, les images firent le tour du monde. À Rome, à Séville, à Dakar, des femmes sortirent dans la rue, lampes à la main. Les villes s'emplirent d'une lumière bleue. Les gouvernements ne purent plus rien dire, car les flammes ne tuaient personne. Elles illuminaient seulement les visages. Si tu veux que ces histoires continuent à vivre, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, parce que chaque vue, chaque mot est une flamme de plus dans la nuit. La nuit suivante, Helena monta sur le toit de son immeuble. Paris scintillait sous un voile de lumière bleue. Elle leva la lampe vers le ciel. Les étoiles paraissaient plus proches. Et dans le vent, elle entendit les voix familières, Clémence, Ama, Marguerite, Zélie, Anya, des milliers d'autres. Le feu ne demande rien. Il rappelle que nous avons été là. Elle ferma les yeux. Une larme tomba sur la flamme. Mais la flamme ne s'éteignit pas. Elle se transforma. De bleu, elle devint dorée, et son éclat se diffusa dans le ciel, jusqu'à envelopper toute la ville. Les satellites, cette nuit-là, enregistrèrent un phénomène inexplicable. Une lueur douce, uniforme, qui recouvrait l'Europe entière. Les scientifiques parlèrent d'aurore artificielle. Mais les femmes savaient. Elles levèrent leurs lampes et dirent en chœur « Le feu veille ». Et quelque part, dans le silence d'une terre lointaine, là où tout avait commencé, les cendres de Saint Paul frémirent doucement, comme si la montagne respirait à nouveau.